Ok, bien, écoutez, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette table ronde lors des Journées d'économie autrement consacrée aux politiques du handicap et notamment donc à la politique inclusive en fait. Entreprise inclusive, école inclusive, société inclusive. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du handicap pour avoir entendu cet adjectif qui est accolé à beaucoup de mots actuellement. Même aujourd'hui, le masque censé nous protéger contre le Covid-19 a été baptisé de masque inclusif lorsqu'il a une fenêtre transparente, une fenêtre transparente qui permet de voir la bouche. On comprend en fait qu'effectivement un masque inclusif, c'est un masque donc qui permet aux personnes malentendantes ou aux personnes qui ont besoin de voir les lèvres et les expressions de visage, d'être inclus, quoi, puisque le masque ne va pas cacher tout le visage. Donc, à travers cet exemple-là, on comprend ce que c'est que inclusif, c'est-à-dire ce serait quelque chose qui permettrait à l'ensemble des gens d'être inclus dans la société, de ne pas être mis à l'écart. Donc, on imagine que l'école inclusive, ce serait une école qui accueillerait l'ensemble des enfants, quels que soient leurs troubles, quelles que soient leurs déficiences, et qui s'adapterait à leurs besoins. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas, j'allais dire, de procédure, de protocole précis pour construire une société inclusive. Pas de définition notamment précise, on met un peu ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant lors de ces journées de l'économie autrement, d'inviter 3 personnes venues d'horizons différents pour débattre justement de la politique inclusive, de ce que c'est qu'une société inclusive, et voilà, de pouvoir échanger là-dessus. Donc, pour vous donner une idée de comment ça va se passer, donc, on va commencer par un petit tour de table avec de questions sur les politiques inclusives. Ensuite, on prendra les questions du public et puis on terminera par une petite conclusion. Alors, la première question que je vais poser aux 3 intervenants, c'est est-ce qu'on peut dire qu'il y a une inflexion des politiques publiques du handicap? Moi, j'ai dit depuis une quinzaine d'années, je mettais ça avec la loi de 2005, la grande loi en faveur du handicap sur le handicap. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une inflexion des politiques publiques du handicap pour aller vers une société inclusive? Donc, écoutez, on peut commencer par l'un des 3. Maëlle, peut-être. Donc, Maëlle, vous êtes membre du collectif Les Dévalideuses, qui est un collectif qui se présente comme un collectif qui démonte les idées reçues sur le handicap. Donc, pour chacune des prises de parole, voilà, pour ce tour de table, on va se dire qu'on se donne pas plus de 3 minutes chacun pour pouvoir répondre à cette question voilà, qui va poser le débat sur est-ce qu'il y a une inflexion des politiques publiques pour aller vers une société inclusive. Maëlle, je vous laisse la parole sur cette question. Alors, oui, en effet, vous parlez de la loi de 2005, c'est en effet une des premières grandes lois qui permet de tendre vers une société qui serait plus inclusive. Il y en a d'autres, des lois comme ça. Je pense que c'est la loi de 2013 qui concerne l'école. Cependant, je dirais que c'est des progrès qui sont parfois en demi-teinte, au sens où il y a aussi des reculs. La loi Elan, par exemple, est un recul sur l'accessibilité du logement, alors que le nouveau bâti devait être à 100% accessible dans les logements sociaux, il me semble. Il s'est passé à 10% de logements accessibles avec 90% de logements dits évolutifs. Les logements évolutifs seraient transformables sur des travaux simples, mais donc ça demande quand même c'est tout de même un recul. Et encore aujourd'hui, il y a des lois qui font des projets de loi qui s'attaquent à l'accessibilité pour les personnes handicapées. Je pense à il y a un projet de loi de François Ruffin qui avait été proposé en juin dernier pour améliorer les conditions de travail des personnes qui sont plutôt dans le secteur social, et notamment du coup les auxiliaires, les aides à domicile, ce genre de choses, et où les personnes handicapées étaient considérées comme étant trop fragiles pour être elles-mêmes à même de recruter des personnes. Et du coup, ce qui impliquerait pour elles de passer par des sociétés privées, par exemple, et de plus être capable de choisir soi-même ses propres auxiliaires pour être, du coup, comment dire,
Faciliter l'accessibilité à tous les espaces et du coup les permettre l'inclusion des personnes handicapées dans la société. D'accord, donc en fait, vous pointez effectivement un certain nombre de lois qui montrent des reculs par rapport à l'objectif qui avait été affiché en 2005. Merci. Franck Aigubel, vous êtes directeur général de l'ADAPI du Doubs. C'est une association gestionnaire de 67 établissements et services qui accueille, je crois, plus de 3000 personnes. Même question, est-ce que pour vous, il y a une inflexion des politiques publiques pour aller vers une société inclusive? De toute évidence, il y a une inflexion majeure qui a été posée par la loi de 2005, comme le disait Maël, mais sans doute cette loi a été tellement ambitieuse que les lois qui sont venues la compléter depuis n'ont peut-être pas été tout à fait à la hauteur de cette ambition initiale, puisqu'elle a vraiment introduit, la loi de 2005, un changement de paradigme en posant effectivement l'inclusion et l'accessibilité universelle à tout pour tous comme un principe. C'est-à-dire que ce changement introduit notamment le fait que c'est à la société désormais de se rendre accessible à tous et non plus aux personnes elles-mêmes de faire l'effort de s'adapter à la société et à leur environnement. Évidemment, il y a eu un certain nombre d'autres jalons qui, depuis 2005, sont venus compléter cet arsenal législatif. Quelques dates qui me semblent importantes, qui marquent en tout cas une sensibilité plus marquée des pouvoirs publics en faveur des personnes en situation de handicap. C'est la création du comité interministériel du handicap en 2009, qui est quand même un élément important, qui montre une prise en compte des questions de handicap au plus haut niveau de l'État. C'est ensuite sans doute la ratification en 2010 par la France de la Convention internationale en faveur des personnes handicapées, qui là aussi est assez engageante. Et puis, il faut le dire, depuis 3 ans, depuis 2017, il y a quand même eu une accélération de cette dynamique inclusive. Alors parfois plus dans le discours que dans les faits, que dans la mise en œuvre concrète, avec parfois même un discours quasi idéologique en faveur de l'inclusion. Mais je pense en particulier à la grande consultation sur l'école inclusive en 2018, à la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018 également, qui fait désormais de l'emploi direct en entreprise une priorité pour les personnes en situation de handicap. Et effectivement, la loi Elan, même si elle renonce à certains principes d'accessibilité posés par la loi de 2005, malgré tout, l'article 45 prévoit quand même des facilités d'accès au logement inclusif pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Donc en fait, oui, on voit qu'effectivement au sein d'une même loi, il peut y avoir une interprétation, enfin en tout cas des articles qui vont dans des sens opposés. On reviendra tout à l'heure sur la question de l'habitat inclusif. Benoît Hérault, je continue le tour de table avec vous. Vous êtes chercheur au centre Max Weber CNRS et maître de conférence en sociologie à l'université Lyon 2. Et vous êtes notamment l'initiateur de la démarche Cap Droit, qui propose de mener une réflexion sur les conditions d'exercice des droits des personnes vulnérables dans cette perspective de droits fondamentaux. Même question que d'autres intervenants sur est-ce qu'on est voilà, est-ce qu'il y a des inflexions des politiques publiques pour aller vers une société inclusive? Quel est votre regard d'universitaire sur cette question? Oui, indéniablement. Je vais reprendre des exemples donnés par Maël Conton ou Franck Aigubel, mais il est sûr que la loi de 2005 et la Convention internationale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées en 2006 ont marqué une inflexion majeure qui a été préparée déjà les années précédentes par ce qu'on appelle la promotion d'un modèle plus social du handicap ou d'un modèle fondé sur les droits humains du handicap, donc modèle qui ne cherche pas tant à remettre des personnes dans la norme par une compensation, c'est-à-dire d'intervenir directement sur les personnes, mais comme cela a été dit, modèle qui cherche à intervenir sur l'environnement, qui considère qu'effectivement le handicap n'est pas tant dans les caractéristiques, les spécificités de la personne, mais bien dans la relation entre la personne et son environnement. Donc cette prise de conscience de l'importance de l'environnement dans l'incapacitation des personnes, je crois qu'elle se révèle avec la loi de 2005. Depuis, il y a, cela a été dit aussi, à la fois des avancées et puis des formes de ralentissement. Je crois que prendre l'idée de l'inclusion
de manière au sérieux, c'est effectivement considérer que les politiques du handicap, elles n'ont pas à être spécifiques, hein, elles ont à infuser dans l'ensemble des politiques générales. Hein. Une société inclusive, c'est une société qui permet à tout un chacun d'accéder aux droits communs, hein, et pas d'avoir des droits spécifiques pour des publics particuliers. Et donc, cette manière de prendre en compte le handicap dans les politiques économiques, dans les politiques éducatives, dans des politiques liées, des politiques pénales, disons toute forme de politique, est pas toujours encore un réflexe. Hein. Il a été dit que le comité interministériel du handicap pousse dans ce sens et invite chaque ministre à dire dans cette loi que vous voulez promouvoir maintenant, est-ce que vous avez pensé à des dispositions qui permettent de prendre en compte les personnes en situation de handicap? Ce réflexe-là, il est encore on va dire, à trouver. Et puis, dernière chose ce que je voudrais dire, il y a beaucoup de dispositions, je pense notamment à la loi, aux lois au pluriel pour les personnes majeures protégées, aux lois également d'adaptation de la société au vieillissement, aux lois santé. Hein, il y a tout un certain nombre de lois qui parfois ne vont pas complètement dans le sens de politique inclusive et qui considèrent que en fait, les personnes auxquelles elles s'adressent ne sont pas en situation de handicap parce qu'on ne les nomme pas comme ça. Et je crois que il faut être vigilant à penser que le handicap, c'est pas une catégorie administrative, c'est une manière c'est des tas de situations de vie qui peuvent être empêchantes. Et donc, il faut pouvoir aussi penser le handicap non pas à partir de politiques spécifiques, de catégories, de reconnaissance administrative, mais bien d'un ensemble de situations dans lesquelles les personnes se reconnaissent ou non handicapées. Ce qui fait la transition avec la deuxième question que je voulais poser pour introduire ce débat, c'est la question de qu'est-ce qui est fondamentalement nécessaire pour aller vers une société plus inclusive. Vous venez de donner un premier élément de réponse en nous disant que ce n'est pas tant la catégorie administrative que la situation en elle-même, quoi. Est-ce que, Benoît Hérault, si vous avez quelque chose à rajouter sur cette question-là, que je veux dire, qu'est-ce qui est fondamentalement nécessaire pour construire une société inclusive? Alors peut-être qu'il y a la question effectivement de l'accompagnement à la décision, enfin de cette question, comment est-ce que des personnes qui peuvent être empêchés s'approprient leurs droits fondamentaux, qui sont, eux, définis notamment par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Oui, tout à fait. Tout à fait. Au moins plusieurs éléments de réponse. Vous l'avez dit, une société inclusive, ça a pour objectif et c'est fondé sur l'idée d'une participation sociale possible pour tous. Or, toutes les dispositions qui conduisent à prendre des décisions à la place des autres, hein, ce sont des dispositions qui, de fait, empêchent dans une certaine mesure la participation des personnes à des décisions qui les concernent, à des dimensions de leur vie qui les concernent. Donc, c'est sûr que la Convention de l'ONU, avec son article 12, est en disant « Attention, soyons très vigilants, il y a encore beaucoup de systèmes légaux qui soutiennent la prise de décision substitutive et il faudrait passer à un mode de prise de décision plus accompagné, hein, d'insister vraiment sur l'accompagnement et non pas faire l'intérêt des personnes à leur place, mais suivre leurs souhaits, suivre leurs préférences en les accompagnant. C'est sûr que ce changement, il est encore à construire, il est tout à fait important. Il présente beaucoup de difficultés, mais il est tout à fait important. Je vois également le terme de désinstitutionnalisation qui est présent déjà dans les échanges. On peut dire que cette évolution également de dire pendant plusieurs décennies, on a construit les politiques de handicap à partir de dispositifs et d'établissements spécifiques, hein, qui ont vraiment été une réponse forte et très utile. Déconstruire cette réponse en disant elle a aussi contribué à exclure les personnes en situation de handicap. Il faut que les institutions se transforment, qu'on pense peut-être
non pas seulement de la désinstitutionnalisation, mais parfois on dit de la transinstitutionnalisation, permettre aux personnes de choisir leur institution, hein, et non pas dire vous avez ce droit, mais vous devez aller dans cette institution-là, ou d'être restreint à une décision là encore administrative. C'est une dimension tout à fait importante. Et puis, je voudrais déjà rajouter un troisième point, l'accompagnement, le contexte institutionnel, et puis comment dire, il faut aussi accompagner l'environnement relationnel des personnes, hein. On a évoqué l'éducation inclusive. Bon, une classe, bien sûr qu'elle peut intégrer beaucoup de différences, mais il y a un travail de la classe en tant que collectif pour permettre d'intégrer les différences, hein. Et ça vaut dans tous les collectifs. L'intégration de la différence, elle se fait par penser les formats de réception de la différence. Et ça, ce travail sur l'environnement, comme il a déjà été dit, c'est vraiment, il mérite d'être encore inventif, d'explorer de nouvelles manières de rendre des environnements inclusifs ou accessibles. D'accord, merci. Franck Aiguebel, je continue avec vous, on terminera par Maël sur cette question, Maël Coton sur cette question. Déjà, de qu'est-ce qui est fondamentalement nécessaire, selon vous? Déjà, il me semble important de préciser un petit peu la cible. C'est-à-dire que l'inclusion, c'est un principe, et il faut réussir le passage du principe à la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend concrètement par inclusion des personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on vise? En particulier pour les personnes qui sont les plus lourdement handicapées, quelle est l'inclusion et qui ne pourront pas accéder à un emploi en milieu ordinaire, qui ne pourront pas accéder à un logement totalement autonome. Peut-être préciser un petit peu ce que l'on attend. Autant pour l'école inclusive, accessible à tous, ça me semble faire de moins en moins de débat. Autant pour l'accès au travail et l'accès à l'habitat, je pense qu'il faut avoir visé plutôt une inclusion raisonnée qu'une inclusion absolue, et tenir compte effectivement à la fois des besoins mais des attentes des personnes, car l'inclusion peut aussi parfois faire peur aux personnes en situation de handicap, qui peuvent avoir le sentiment qu'elles se retrouveraient livrées à elles-mêmes finalement et abandonnées par ceux qui les ont accompagnées jusqu'à présent. On va développer ça tout à l'heure parce qu'il y a des questions effectivement sur cette question-là. Donc premièrement, c'est qu'est-ce qu'on entend par inclusion, okay. D'accord. Ensuite, deuxième point, je pense qu'il faut que ce soit vraiment un projet de société porté par tous, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que cette transition inclusive ou ce virage inclusif, comme on veut, il ne peut pas être uniquement porté par les personnes en situation de handicap elles-mêmes ou ceux qui les accompagnent, mais elle doit relever de toutes les sphères de la société. Je vais prendre un exemple. Pour ce qui est de l'inclusion scolaire, certes, il faut que l'éducation nationale soit mobilisée sur le sujet, mais il faut aussi que toutes les collectivités compétentes en matière de bâti scolaire, que ce soit les communes, les collèges ou les communes, pardon, pour le primaire, les départements pour les collèges ou les régions pour les lycées, soient également engagés pour que le bâti puisse, pour réserver des espaces d'accueil adaptés aux personnes en situation de handicap. D'accord, donc la répartition des tâches, effectivement, là on voit par exemple juste sur cette question-là pour préciser pour les spectateurs, sur la question par exemple des accompagnements à la vie scolaire, on sait qu'aujourd'hui c'est pas déterminé sur le temps extrascolaire qui doit payer. Est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est les collectivités? Résultat des courses, beaucoup d'enfants n'ont pas d'accompagnement en dehors du temps scolaire parce que les responsabilités ne sont pas clairement établies. Tout à fait. Et puis, il y a aussi, de manière très pragmatique, la question des espaces qui sont réservés à ces personnes-là. Car si tous les enfants en situation de handicap doivent accéder à l'école ordinaire, il va falloir pousser les murs d'une certaine manière. Okay. Un deuxième point qui me semble, un troisième point, pardon, c'est sur la méthode. Je pense que la transition inclusive doit se faire effectivement avec la participation active des personnes en situation de handicap et de ceux qui les accompagnent, qui bien évidemment ne sont pas réfractaires à cette transition inclusive, qui la réclament depuis des années, mais qui ont une expérience de vécu et d'accompagnement sur la durée et qui en tout cas peuvent avoir un avis pertinent à donner sur le rythme de cette transformation inclusive. Et puis pour terminer, il y a évidemment, et là je vois aussi qu'il y a une question un peu sur le sujet, la question des moyens. C'est-à-dire que la transition, il y a aujourd'hui de nombreuses personnes en situation de handicap qui ne bénéficient pas
d'un accompagnement adapté, une prise en charge adaptée, quelle qu'elle soit, des enfants qui ne peuvent pas accéder à l'école de la République. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé que celui de la population ordinaire. L'accès à un habitat inclusif est encore effectivement assez marginal. Et la transition inclusive, non seulement ne mobilisera pas moins de moyens, mais devra s'accompagner de moyens complémentaires pour qu'elle soit une réussite. Très bien, merci beaucoup. Pour terminer, et puis après on va passer aux questions des spectateurs, Maël Coton, sur cette question de qu'est-ce qui est fondamentalement nécessaire, ce sur quoi on doit s'appuyer pour construire une société inclusive, des politiques inclusives. Déjà, je dirais ce qui est nécessaire, c'est de penser en amont la question du handicap et pas que ce soit un ajout a posteriori en se disant au fait il faudrait ajouter il y a des spécificités à prendre en compte, parce que je pense notamment au fait que une large partie des sites internet par exemple ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap parce que lors de la construction même c'est pas quelque chose qui a été pensé. Du coup il est important de penser dans un premier temps à la constitution de chaque nouveau projet de penser à l'accessibilité de tous à ces projets. Ensuite, plutôt, je pense qu'il faudrait, au sein des Leaders, on pense qu'il faudrait développer le modèle de l'assistance personnelle. C'est notamment un modèle qui est pas mal développé en Suède et qui, de la Suède, ensuite commence à se diffuser dans d'autres pays, où le but serait de fournir une aide personnelle individualisée aux personnes en situation de handicap 24 heures sur 24 afin de pouvoir donner une écoute spécifique pour qu'on puisse exprimer nos besoins et participer pleinement à la situation, à la vie politique, à la vie de la société. Et ensuite, un peu plus tôt, on parlait du travail. Et c'est vrai que là aussi, je pense qu'il y aurait des choses à changer parce que, oui, en effet, il y a au niveau des institutions, peut-être on pourrait se dire que l'institution permet d'une certaine manière d'intégrer certaines personnes par le travail. Après, le problème, c'est que ces institutions sont aussi utilisées pour ne pas embaucher, pour ne pas recruter des personnes qui sont en situation de handicap, dans la mesure où il y a 6% d'obligations d'emploi, 6% des employés dans les entreprises de 20 personnes ou plus sont censés être handicapés. C'est un quota qui a été instauré. Et la plupart du temps, les entreprises soit préfèrent payer des amendes, soit préfèrent passer par des prestataires, notamment les ESAT, pour ne pas recruter et je pense que du coup il faut repenser clairement l'institutionnalisation pour éviter ce genre de situation. Et je suis pas sûr que justement ça soit aussi nécessaire d'avoir des institutions pour le travail, ou alors en tout cas il faudrait peut-être qu'elles soient rattachées au droit du travail. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Il n'est pas possible de faire grève, il n'est pas possible de créer des syndicats dans ce genre d'espace, et aussi il n'est pas possible, c'est plutôt qu'il n'est pas possible. Certaines personnes qui travaillent dans les institutions sont payées moins que le SMIC, et il me semble important de le préciser. Très bien. Donc merci beaucoup. Donc en fait, on a vu à travers ce qu'on a dit, et puis, à travers ce que vous avez dit plutôt, et puis à travers les questions, qu'il y a un point qui revient souvent, c'est la désinstitutionnalisation dont on a commencé à parler. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est plutôt un leurre pour réduire les dépenses publiques? C'est une question qui est posée par Léon Maello, et il y a une question qui va dans le même sens de Claude Breune. Le balancier vers des politiques inclusives à tout crin n'entraîne-t-il pas de nouvelles exclusions du fait d'absence de réponse adaptée aux besoins des personnes? Donc, si je synthétise ces deux questions, c'est aller vers une société inclusive, effectivement, en tout cas, c'est le discours qui est tenu par le gouvernement, ça exige d'adapter les institutions. Sophie Cluzel disait qu'on ne va plus créer de place dans les institutions, puisque l'argent va être consacré à la transformation de ces établissements.
Et d'un autre côté, ça entraîne des craintes en disant, mais s'il n'y a plus ces établissements, ces services, je schématise en disant ça, mais il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en face, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire aux gens, ben, l'inclusion, c'est vous êtes dans la société et point barre. Donc, sur la question de la désinstitutionnalisation, votre réponse à cette question, est-ce que c'est juste un leurre pour réduire les dépenses publiques, pour reprendre l'expression de Léon Maëlo? Qui veut répondre sur cette question? Monsieur Gubel, peut-être, puisque vous êtes, vous, Oui. dans une politique de transformation, d'évolution, je ne sais pas, comment ça se passe pour vous, et est-ce que c'est une crainte, effectivement, que ce soit pour faire des économies? Oui, ça peut être une crainte, effectivement, d'accompagner à moindre coût et de dégrader finalement les conditions d'accompagnement. Je crois que ce qui est important de préciser, que c'est ce qui protège et ce qui accompagne les personnes en situation de handicap, ce n'est pas l'établissement en tant que tel, c'est l'éducateur. Et l'éducateur, finalement, qu'il intervienne dans le cadre d'un établissement médico-social classique ou qu'il intervienne en milieu ordinaire, l'important, c'est qu'il continue à intervenir. Donc, aujourd'hui, toutes les structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap, en tout cas la plupart d'entre elles, sont engagées dans une transformation inclusive de leur offre. C'est-à-dire de plus en plus, nous notamment je prends l'exemple de l'association que je dirige, nous accompagnons les enfants dans un environnement scolaire ordinaire, à travers des unités d'enseignement externalisées ou des inclusions individuelles. Voilà, nous promouvons même d'ailleurs la formation professionnelle aujourd'hui au sein des lycées professionnels ordinaires. Donc les institutions qui accompagnent des personnes en situation de handicap ne sont pas attachées au mur de leur établissement. Elles sont attachées à la qualité de l'accompagnement dispensé par des professionnels qualifiés. Et ça, c'est vraiment l'enjeu, à mon avis. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça, je veux dire, aller en milieu ordinaire, c'est quelque chose qui est totalement possible, envisageable, à partir du moment où cet accompagnement, si nécessaire, puisque tout le monde n'a pas forcément besoin d'un accompagnement, mais s'il y a accompagnement nécessaire, il puisse se faire hors les murs, quoi, en dehors. Et donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a besoin de moyens. Donc, il n'y a pas besoin de moyens pour des murs, mais il y a besoin de moyens pour des gens qui vont se déplacer, à y aller sur place pour accompagner, aider. Voilà. Tout à fait. Et mais il y a effectivement des situations particulières qui doivent être prises en compte. Hein. Effectivement, la situation des personnes qui sont les plus lourdement handicapées, pour lesquelles sans doute un accompagnement dans un environnement adapté institutionnel restera sans doute pertinent. Et pour rebondir aussi sur la remarque de Maël tout à l'heure, il y a effectivement la question du travail. C'est-à-dire que il y a beaucoup de... Certes, nous essayons de promouvoir l'inclusion en entreprise ordinaire des personnes en situation de handicap, mais effectivement, les entreprises ne sont pas totalement disposées à jouer le jeu. Les personnes en situation de handicap peuvent elles-mêmes se sentir insécurisées par cette migration vers l'entreprise ordinaire. Et voilà. Et il faut bien prendre en compte que dans les ESAT dont vous parlez, la plupart des personnes qui y travaillent sont des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique, pour lesquelles effectivement il ne suffit pas d'adapter la largeur des portes ou un certain nombre d'indications, mais pour lesquelles un accompagnement humain reste nécessaire. Mais est-ce que ça veut dire, là je continue la question, est-ce que ça veut dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait encore des établissements? Parce que certaines personnes, là, il y avait une personne dans le public qui parlait des personnes polyhandicapées, parce qu'il y a des personnes qui auront toujours besoin d'être dans un établissement, ou bien est-ce que ça peut être quelque chose qu'on abandonne si il y a l'accompagnement qu'il faut en dehors, en milieu de vie ordinaire? Benoît, Maël, Franck, sur cette question-là. Alors, Benoît a pris la parole, mais vous n'avez pas remis en marche votre micro. Oui, alors d'abord peut-être dire effectivement, ce terme de désinstitutionnalisation, on l'a repris un peu du contexte anglo-saxon, hein, dans les années 60, le moment où il y a eu des critiques très fortes notamment des établissements psychiatriques, mais aussi des établissements recevant des personnes en situation de handicap moteur ou intellectuel. Les anglo-saxons ont utilisé ce terme de désinstitutionnalisation, notamment en lien par exemple
à l'ouvrage d'Erving Goffman qui parlait d'institution totale pour décrire ces établissements, pour décrire ces établissements qui pouvaient recevoir plusieurs centaines, voire parfois, même en France, parfois plusieurs milliers de personnes. Donc, de fait, le terme il a cette origine-là et le débat sur les motivations économiques ou au contraire au nom des droits des personnes, c'est aussi un débat récurrent qu'il est difficile de trancher clairement puisque de fait, les transformations des politiques sanitaires ou envers les personnes en situation de handicap font qu'il est difficile de comparer d'une décennie à l'autre les montants économiques consacrés aux enjeux, on va dire, d'inclusion. Alors, garder une vigilance très forte, rappeler que effectivement, c'est des redéploiements de moyens qui sont importants. S'il y a des fermetures d'établissements collectifs de grande taille, eh ben, il faut redéployer les moyens vers précisément des services qui peuvent être collectifs, mais avec un collectif dans lequel les personnes peuvent choisir, c'est-à-dire peuvent changer, peuvent déménager, peuvent dire ah bah oui, ce collectif-là, j'en ai fait un petit peu le tour, maintenant je souhaite aller ailleurs, ou ne soit pas obligé de déménager parce que l'institution l'a souhaité, parce qu'il n'y a plus de place ou qu'il y a des places dans un établissement voisin. Donc je crois que plus que le terme de désinstitutionnalisation, c'est vraiment permettre aux personnes de choisir dans quelle institution, et je dis institution dans le sens où l'habitat, être chez soi, c'est aussi une institution. C'est ce qui nous permet de durer. Donc, choisir dans quelle institution on veut vivre, choisir dans quel collectif, avec qui on veut vivre. Je crois que cette dimension qui est très fortement portée par l'article 19, en l'occurrence, de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, il faut beaucoup encore la soutenir. Merci. Maëlle Coton, les dévalideuses, sur cette question des établissements, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'effectivement, vous parliez de la Suède tout à l'heure, on sait qu'en Suède, il n'y a plus effectivement d'institutions, mais des petits collectifs. Comment est-ce que vous positionnez là-dessus, sur cette question des moyens je veux dire, enfin voilà, ce qu'on disait, c'est-à-dire, est-ce que la désinstitutionnalisation est un terme pour consacrer plutôt une réduction des moyens budgétaires, ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose vers quoi il faut aller, à condition que ce soit accompagné par des services qui vont accompagner si nécessaire, voilà. Alors, nous, au sein des valideuses, c'est quelque chose qu'on défend, la désinstitutionnalisation. Mais en effet, parfois on peut se demander si c'est pas un moyen de dépenser moins. Je pense notamment à une proposition qui a été faite récemment par le Premier ministre Jean Castex de financer à hauteur de 40 millions d'euros, il me semble, des logements au sein des villes qui serait une forme de colocation de personnes handicapées et qui l'habitat inclusif, et qui en fait pourrait ressembler à une forme de petite institution où on peut rassembler des personnes handicapées ensemble pour dépenser moins à côté. En tout cas, nous, ça nous semble être plus un moyen de dépenser moins que d'être un moyen de... Parce qu'en effet, comme disait Benoît Hérault, ce qui est important, c'est qu'on ait le choix, en fait, on nous donne la possibilité de choisir là où on veut vivre, là où on veut travailler, si on veut travailler ou non. Car aussi, le travail, c'est pas forcément pour nous une obligation. Enfin, ça dépend de... En effet, actuellement, il est difficile de passer outre, on va dire. Mais ça dépend aussi des choix de société qu'on a envie de faire. Si on s'orientait vers une société où le capitalisme serait moins important, on va dire, voire inexistant, on pourrait repenser complètement le travail, et ce qui permettrait d'inclure différemment et de donner le droit ou non de travailler selon les personnes. D'ailleurs, c'est logiquement le but de l'AAH, de donner la possibilité de ne pas travailler si on le souhaite.
Sauf que là aussi, il faudrait changer pas mal de choses. Je pense notamment au fait que la hache n'est pas individualisée. Elle dépend en partie de sa conjointe. Du coup, oui, en effet, il faudrait mettre en place un ensemble de moyens humains, financiers, pour nous permettre de choisir la vie qu'on a envie de mener et pas de nous imposer une institution parce qu'on considère que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors, dans les interventions, là, en fait, je retiens une idée, c'est effectivement la question du choix, de la liberté du choix, donc ce qui veut dire exprimer son besoin. Et là, je prends une question de William Godbert qui dit « Il devrait ça construire avec les personnes en situation de handicap, échanger avec eux sur l'inclusion, quels sont leurs besoins, leur parcours institutionnalisé peut-il empêcher l'expression des souhaits ?» Alors, comment on fait très concrètement? Ça, c'est très intéressant, effectivement. C'est-à-dire, comment est-ce que une personne qui aujourd'hui vit ici ou vit là, c'est-à-dire ça peut être dans un sens ou dans un autre, qui vit dans une situation, comment est-ce qu'on écoute ses besoins? Comment est-ce qu'on l'aide à formuler ses besoins si elle n'a pas forcément conscience de ce qui est, enfin, du champ des possibles en face d'elle? Comment ça semble assez important, ça. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire, on est tous d'accord pour dire qu'il y a encore des progrès à faire sur le recueil des volontés des souhaits des personnes en situation de handicap. Et également pour constater que tous les futurs ne sont pas possibles pour elles, que ce soit en matière d'habitat, en matière de scolarisation, en matière de travail ou autre, et que parfois d'ailleurs ces choix ils sont conditionnés par le parcours qu'elles ont pu avoir au préalable. Une personne qui a eu un parcours effectivement très institutionnel, accompagnée dans un établissement spécialisé, forcément les voies qui lui seront offertes par la suite seront assez limitées. En tout cas, ce qu'elle pense possible, et c'est là où intervient l'accompagnement en ouvrant, en disant il n'y a pas que ça, il y a autre chose. C'est ça qui est fondamental, quoi. C'est déjà le cas, c'est-à-dire que les lois de 2002 et de 2005 notamment ont instauré effectivement le recueil des attentes et des souhaits de la personne. Mais dans la réalité, c'est pas souvent la personne elle-même qui s'exprime. Ça peut être son environnement familial qui fait les choix pour elle, voire même parfois un peu le choix de son accompagnement éducatif. Benoît Hérault, vous travaillez sur cette question de l'accompagnement justement des personnes pour qu'elles puissent exercer leurs droits. Donc ça, c'est au cœur de votre travail. Comment elle est fondamentale cette question. C'est-à-dire que si on se dit société idéale, demain vous pouvez choisir là où vous voulez vivre, encore faut-il que je puisse avoir conscience de ces choix, que je puisse formaliser ces choix. Et puis après, bon, on dira que la mise en musique, c'est encore notre partie, mais elle est fondamentale, cette question-là. Oui, vous avez raison, elle est tout à fait fondamentale. D'abord, j'aimerais peut-être insister sur le terme de liberté plus que sur le terme de besoin. Hein. Oui. Pour être libre, bien sûr, on a besoin de supports matériels, hein, on a besoin de conditions matérielles qui permettent d'exercer sa liberté, hein, mais notre liberté, elle se réduit pas à ses besoins matériels. Et je crois que effectivement le changement de paradigme, c'est aussi réussir à moins réfléchir en termes de besoins ou d'intérêts, de quoi ont besoin les personnes, mais bien comment rendre possible leur liberté. Hein. Alors là, de manière très intéressante, hier j'avais un entretien avec une personne infirme moteur cérébral qui vit en établissement et qui disait, moi, la difficulté pour moi, c'est que je dois constamment anticiper ce que mes aidants peuvent faire pour moi, comment ils peuvent répondre à mes demandes. Et donc, mes moments de liberté, c'est les moments où je n'ai plus à anticiper, où je n'ai plus à être constamment à réfléchir sur est-ce qu'un tel va être disponible, mais où je peux avoir des actions, on va dire, sans réflexion. Hein. Alors, j'ai été interpellé par cette remarque parce que je me suis dit, cette personne, elle a des tas de droits autour d'elle. Hein. Elle a droit d'habiter dans une femme, droit d'accès aux soins, droit
même d'avoir des auxiliaires, mais pas de la manière dont elle le souhaiterait. Et ce qu'elle met en avant, c'est dire ces temps précieux où j'ai une personne à ma disposition, juste à ma disposition pendant quelques heures, 1 heure, un peu plus. Ces temps-là, ils me permettent une liberté. Alors, voilà, c'est bien sûr, ça se traduit ensuite en accompagnement qui se matérialise en heures d'accompagnement. Hein. Bien sûr, ça, c'est pour parler comme l'économiste Amartya Sen, hein, c'est quelle capacité est nécessaire pour pouvoir avoir un moment de liberté et réfléchir sur ces supports, sur les capacités des personnes. Ça aide sans doute à ouvrir un espace d'alternative, de pas être contraint d'anticiper, de pas être contraint de toujours objectiver un souhait, un besoin, mais de savoir qu'il y a plusieurs possibilités possibles. Hein. Après, les personnes s'en saisissent ou non, c'est leur liberté, mais savoir effectivement que on essaye d'ouvrir des possibles pour que le choix ait du sens et soit pas un alibi, on va dire. Hein. Tout à fait. Donc il y a des alternatives. D'ailleurs, c'est sur ce pari que Alternative économique a été fondée il y a 40 ans sur le fait qu'il n'y a pas qu'une manière de construire une société. Là, c'était en référence à la société très libérale souhaitée par Reagan et Thatcher à l'époque, mais qu'il y a des alternatives. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. Maël Cotteau, sur cette question de comment est-ce qu'on ouvre ces possibles, comment est-ce qu'on aide les personnes à voir autre chose, une autre possibilité, à le définir, à le concrétiser. Là, c'est, je pense, l'intérêt du modèle de l'assistance personnelle dont je parlais plus tôt, où l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé, le plus individualisé possible pour permettre justement à la personne de s'exprimer et de montrer, et d'avoir un échange avec quelqu'un pour pouvoir exprimer, pour avoir une idée des possibles et pour pouvoir les exprimer pour qu'elles soient, comment dire, pour que ces souhaits puissent être entendus. L'accompagnement, pour moi, il doit être vraiment au maximum 24 heures sur 24 si c'est possible, ou autant que la personne en a besoin en fait, pour que l'expression de ses souhaits soit possible et pour que les options lui soient offertes. Très bien, merci. Sur cette question des droits, Benoît Hérault, oui. Sur l'alternative, effectivement, prendre conscience qu'il y a d'autres manières de vivre qui existent, hein, c'est le moment où on sort un peu de sa famille, on sort de ses habitudes de vie, on sort de son établissement, on sort de sa routine, de son quotidien. Hein. C'est dans ces moments où on sort de nos routines qu'on peut prendre conscience que, oui, en fait, jusqu'à maintenant, je reprends un exemple encore d'entretien récent, jusqu'à maintenant, ça a toujours été un proche qui choisissait mes vêtements, une personne majeure, hein, et puis tout d'un coup, je vois que une personne qui est dans un contexte un peu similaire, elle choisit elle-même ses vêtements, la couleur de ce qu'elle veut porter, etc. Et donc, il y a la prise de conscience que oui, en fait, c'est pas parce que je dépends d'une autre personne pour aller physiquement faire l'achat, et pour autant, ça m'empêche pas d'avoir une liberté de choix sur la couleur, la forme de cet achat. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, je rencontre une autre manière de faire. Donc, sortir de sa routine, c'est avoir l'opportunité d'espace de rencontre. Et la société inclusive, c'est aussi sans doute ça. C'est aussi se permettre de se rencontrer, et donc effectivement d'avoir non pas un lieu instituant, mais des lieux où se rencontrent des institutions, des lieux où se rencontrent des manières de vivre différentes. Alors il nous reste un quart d'heure. Alors j'ai un petit écho. Attendez, je coupe mon micro 2 secondes pour le
Un écho. Voilà, j'espère que c'est passé. Oui, c'est bon. Et je vais faire le pont entre plusieurs questions. Pierre Dubois nous dit: il me semble que les besoins et le projet de vie peuvent être exprimés dans le dossier MDPH. MDPH, c'est Maison départementale des personnes handicapées, effectivement, puisqu'il y a une prestation de compensation du handicap qui a été instaurée en 2005 et qui prévoit que, en fonction de mes besoins, il puisse y avoir, je puisse bénéficier d'heures d'aide humaine, du remboursement des aides techniques et tout ça. Mais le problème, c'est que ce droit qui a été institué aujourd'hui est un droit limité puisque il répond rarement à l'intégralité des besoins. Donc, il y a cette question-là. Donc, sur oui, ça peut exprimer, mais pas forcément répondu. Et une autre question qui vient, qui était sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées, à quoi ça sert? Est-ce que ça a des répercussions concrètes sur l'évolution de la politique française? Et là, je vais la poursuivre en disant que depuis ces dernières élections, toutes les personnes ont le droit de vote, ce qui n'était pas forcément le cas en France, puisque le juge pouvait suspendre le droit de vote de certaines personnes lorsqu'il estimait que cette personne n'était pas en capacité de voter. Et ça a sauté il y a un an, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça, c'est un effet de la Convention internationale des droits des personnes handicapées? Est-ce que c'est vers ça qu'il faut aller? Et on revient sur la question de l'accompagnement, c'est-à-dire que ce n'est pas tout de donner le droit de vote à tout le monde, parce que je ne conteste pas ça, c'est comment est-ce qu'on accompagne ensuite les personnes pour qu'elles puissent avoir accès aux programmes électoraux, pour qu'elles puissent voter de manière concrète, physique. Enfin voilà, je veux dire, ça pose aussi toute cette question. Donc, sur cette question-là, donc je résume. Est-ce que la Convention internationale des droits des personnes handicapées, ça change quelque chose? Est-ce que c'est les droits qui sont précisés sont vraiment des droits qui doivent être effectifs aujourd'hui en France? Et comment est-ce qu'on fait, très concrètement, si on prend cet exemple précis du droit de vote, comment est-ce qu'on fait pour le rendre effectif? Qui veut commencer sur cette question? Alors, peut-être sans doute Benoît Hérault, plus expert en matière de hiérarchie des normes et d'applicabilité effectivement de la Convention internationale de l'ONU. Ce que j'en sais, c'est qu'elle ne s'impose pas en droit en fait au droit français. C'est plus, elle relève plus de l'ordre moral. Et bien que la France l'ait ratifié, voilà, il n'y a pas de mesure qui s'impose à nous. Elle a d'ailleurs effectivement été la question de la ratification de cette convention internationale a été remise à l'ordre du jour lors de la visite de la rapporteuse spéciale de l'ONU, Madame Davandes Aguilar, en France il y a 1 ou 2 ans, et qui a pointé effectivement les écarts entre l'approche française et les principes de cette convention internationale. Mais il faut effectivement toujours garder à l'esprit que l'approche française en matière d'accompagnement du handicap est singulière dans la mesure où elle était à l'origine institutionnelle et vraiment portée par les politiques publiques, ce qui n'était pas forcément le cas dans beaucoup d'autres pays, qu'on prend aujourd'hui comme référence. Et comme on en a fait finalement un idéal inclusif, je pense en particulier au Portugal ou aux pays anglo-saxons, qu'on érige aujourd'hui en modèle, alors qu'en fait, il n'y avait pas de politique publique clairement affichée en matière des personnes en situation de handicap et que donc du coup, elles étaient par nature inclusives d'une certaine manière. Ensuite, pour parler de la question des MDPH, effectivement, les MDPH, donc encore effectivement… donc les maisons départementales des personnes handicapées, qui sont des guichets… issus effectivement des lois de 2002-2005, qui est aujourd'hui effectivement le passage obligé pour l'orientation des personnes en situation de handicap, et qui ont pour mission de définir les besoins de compensation pour les personnes en situation de handicap. Et effectivement, comme le souligne la personne qui pose la question, la tendance, parce que tous les futurs ne sont pas possibles, est de mettre les personnes dans des cases et de les orienter vers des solutions qui existent déjà, vers des dispositifs qui sont déjà en place, plus que vers des réponses qui sont clairement individualisées. Benoît Hérault, puisque la Maëlle Coton est déconnectée pour le moment, un petit problème de connexion. Et Benoît, oui, alors je suis vraiment ce qui a été dit sur la fonction d'une convention internationale. Hein, c'est d'abord une fonction d'horizon moral, hein, et puis bien sûr la manière dont l'État s'en saisit varie énormément. Hein. La Convention a des dimensions obligeantes, mais très légères. Elle a une influence, vous l'avez dit, hein, l'exemple du droit de vote des personnes handicapées, elle est évidemment portée par des
militant dans le contexte français, elle a été portée au niveau de la Convention internationale. Donc, c'est une influence indéniable, de la même manière que la loi de 2005, en partie, a été aussi infusée, sans qu'on en prenne bien conscience, de débats internationaux qui ont fait surgir ce modèle social du handicap. Donc, je crois que cette convention, elle doit continuer à servir d'horizon qui infuse autant que possible dans toutes les politiques. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, les déclinaisons concrètes, les moyens concrets pour permettre l'accessibilité du vote des personnes en situation de handicap ne sont pas encore développés suffisamment concrètement. Mais par contre, effectivement, cet acquis-là de dire on n'a pas à enlever le droit de vote pour des questions de handicap ou d'altération des facultés, cet acquis-là, il est évidemment très fort et c'est un point d'appui pour aller plus loin sur l'accessibilité du vote. Hein, et j'en profite pour évoquer les travaux de Pierre-Yves Baudot là-dessus, hein, qui est un spécialiste de ces questions, qui a beaucoup travaillé sur la manière dont des structures, des établissements mettent en place des outils pédagogiques, des outils d'accompagnement pour rendre accessible le vote. Hein. Et puis, j'aimerais dire quelque chose par rapport au droit, à la question de la bureaucratisation. Il y a une question dans ce sens-là, effectivement, sur le fait que on croule c'était dans les foyers de vie, les éducateurs se heurtent à toute une paperasserie, remplissage de tableaux, ne peuvent plus avoir cette mission d'accompagnement, moins de rigidité administrative. Voilà. Oui, et dire, c'est pour ça que je crois que c'est évidemment important d'avoir le souci des réponses concrètes des politiques publiques, et à la fois, on sait bien qu'on ne peut pas tout attendre des droits entendus comme des droits objectifs, tels qu'ils vont être définis par l'administration et derrière le législateur. C'est-à-dire que forcément, les droits ont en eux-mêmes, les droits objectifs ont une dimension de bureaucratisation, hein, de formalisation. C'est très bien dit par l'une des personnes qui discutent. Il faut bureaucratiser notre souhait. Hein. Donc, cette opération, elle est toujours difficile. La formalisation, on va rentrer dans une case. C'est toujours une réduction. Hein. Donc, je crois qu'on peut attendre des droits, mais se rappeler que le droit, nos droits subjectifs, c'est quelque chose, nos libertés, c'est un horizon plus structurant que celui des droits dans leur concrétisation bureaucratique. Hein, que ça sera, cette concrétisation-là, elle sera toujours un peu source de réduction et donc d'un manque, et qu'il s'agit d'en faire un point d'appui aussi pour exercer un pouvoir qui est un pouvoir de revendication, un pouvoir disons au contraire de repli, peu importe, mais ce qu'est profondément notre droit humain, hein, c'est-à-dire une forme de liberté. Maëlle Coton, les dévalideuses, est-ce que la Convention internationale des droits des personnes handicapées, c'est un outil sur lequel vous appuyez? Est-ce que c'est un cap pour vous? Est-ce que c'est un guide, quelque chose auquel vous vous référez dans les travaux que vous menez, dans l'approche que vous avez des politiques du handicap en France? Alors, nous, pour le coup, pas du tout. On s'appuie pas sur... on a connaissance pas de son existence, mais on ne s'appuie pas dessus, en tout cas dans le cadre de notre travail actuellement. Nous, ce qu'on pourrait en dire, c'est qu'en effet, ça, c'est un horizon, c'est comme ce qui a été dit au préalable, mais que concrètement, on n'a pas le sentiment que ça change tant de choses que ça, en tout cas dans nos vies. Et je vais profiter du fait aussi de parler de cette convention pour d'ailleurs souligner qu'elle parle du fait qu'il y a trop d'institutions en France selon cette convention, et c'est un point que j'aurais aimé souligner. Et pourtant, du coup, il y a encore un grand écart entre ce qu'elle propose et ce qui se passe dans les faits, et dans la mesure où il n'y a pas vraiment de contraintes actuellement, j'ai l'impression que ça reste juste un horizon.
du discours, et il faudrait voir peut-être sur du plus long terme, voir si ça va apporter ou non des choses. Ok, juste pour terminer sur cette partie-là, on va dire, il y a Claude Braun qui dit est-ce qu'on interroge les personnes valides sur leur projet de vie? Voilà. Il revient à cette question de la bureaucratisation. C'est-à-dire que, alors en même temps, on peut se dire non. En même temps, c'est par certains aspects oui. Et puis la question que ça m'amène, c'est je me dis mais à partir du moment où on se dit que une personne a des besoins spécifiques, que la société doit l'aider à lui fournir les moyens, je parle en termes d'aide humaine, en termes d'aide humaine, en termes d'aide technique, est-ce que c'est pas forcément un mal nécessaire, où là, j'imagine pas suffisamment d'alternatives, et on pourrait imaginer tout à fait autre chose qui fasse que, effectivement, l'accès à l'aide humaine, l'accès au remboursement des aides techniques soit beaucoup plus facile et beaucoup moins contraint qu'aujourd'hui. En tout cas, je ne parle pas dans l'accès au droit, mais effectivement dans l'examen d'un projet de vie par une MDPH qui va statuer sur tant d'heures. Enfin, je dirais, comment est-ce qu'on articule ça en fait, quoi? Comment est-ce qu'on articule la reconnaissance d'un besoin spécifique, la réponse que la société va apporter, et en même temps le besoin de simplification et puis le besoin d'être moins stigmatisé, quoi. Je sais pas s'il y a une réponse à cette question, mais en tout cas, c'est une réflexion que je me fais à la lumière de ce que posent les spectateurs. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ou bien Non, juste pour confirmer qu'on a effectivement des exigences vis-à-vis des personnes en situation de handicap qu'on n'a pas vis-à-vis de monsieur tout le monde. Effectivement, lorsqu'on demande à une personne en situation de handicap qui arrive à l'âge adulte de se prononcer sur son projet de vie, heureusement qu'on nous a pas posé la question au même moment, hein, on aurait bien été en difficulté pour y répondre. Il y a Parcoursup maintenant. Voilà, donc d'autant que les choix qu'il va faire ensuite l'engage durablement, et que, contrairement à une personne valide, il sera plus difficile de changer de voie par la suite. En particulier, si elle renonce à un travail, si elle choisit un mode d'habitat, il sera beaucoup plus difficile ensuite pour elle de choisir une autre voie. D'accord. Donc on en revient à la question de la liberté dont on parlait tout à l'heure, du pouvoir remettre en cause à tout moment dans ma vie, en fonction de l'évolution de mes attentes, de mes besoins et de ce que je considère comme étant possible, la possibilité d'aller vers autre chose. Tout à fait. Des réactions par rapport à ça, ou alors je passe à la question, il y avait une question suivante là qui était un peu décalée, mais c'était intéressant. C'était sur la question de la place des personnes handicapées dans les médias. L'inclusion passe aussi par la place des personnes handicapées dans les médias. Elles sont de plus en plus présentes, me semble-t-il, mais toujours dans des rôles stéréotypés. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur cette question-là? Parce qu'effectivement, on sait à quel point est-ce que la représentation médiatique d'un phénomène peut influer sur le débat dans la société. Est-ce que sur cette question-là, ça, je trouve que c'est un sujet sur lequel vous travaillez pas mal au débat Lideuse, me semble-t-il, sur cette question des stéréotypes dans les médias. On a d'ailleurs participé à une table ronde sur cette question-là. C'était Clémentine, que je remplace, qui avait pris la parole à cette occasion-là. Et oui, en effet, il y a un manque évident de représentation du handicap dans les médias. Si on prend j'ai plus en tête le pourcentage de personnes en situation de handicap en France, mais si on voit, il y a un décalage énorme entre le nombre de personnes que l'on représente et le nombre de personnes que l'on peut voir. Donc ça, c'est sur l'aspect quantitatif, mais sur l'aspect qualitatif également, je crois que vous avez une analyse assez poussée là-dessus. Sur l'aspect qualitatif, en effet, moi, je suis plus au fait des questions plus spécifiquement sur l'autisme, parce que c'est un sujet qui me concerne de plus près. Et en effet, sur ces questions-là, en effet, les représentations seront toujours caricaturales. Il y a toujours l'image de Rainman, notamment, de la personne enfermée, et ça va être sur elle-même, dans sa bulle, et qui va être la seule représentation possible, qui n'est pas forcément inexistante, mais qui n'est pas non plus la seule qui existe. Et qualitativement, en effet, on va toujours avoir un certain type de représentation, soit caricaturale d'une certaine situation, ou alors il y a un autre aspect, ce sera
je pense à Intouchable, notamment, on va représenter des personnes handicapées, mais un peu exceptionnelles, notamment parce que par les moyens financiers qu'elles ont, et qui du coup ne représentent pas du tout nos situations de vie. Parce qu'en effet, ça devient beaucoup plus facile d'être inclus dans la société quand on a plusieurs millions d'euros à investir dans l'inclusion que pour la plupart des personnes handicapées qui, quand on visite la hache, en fait, ça représente la hache en tant que telle, à taux complet, c'est 900 € par mois. Et où là, ce sont des réalités qu'on va beaucoup moins connaître, en fait. Je pense que je vois pas grand-chose à ajouter. Si, non, tout à fait, effectivement. Donc, on a une représentation des personnes, enfin, dans les médias, une représentation de personnes qui ne reflètent pas totalement la réalité, soit à travers un rôle de super-héros, de je veux donc je peux, et qui ne prennent pas suffisamment en compte en fait les contraintes de l'environnement dans lequel je vis. Est-ce qu'il y a une réaction à ces questions-là, Franck Aiguebel ou bien Benoît Hérault, sur la place des personnes handicapées dans les médias et la représentation qui en est donnée? Sinon, je passe à une question suivante. Il y avait plusieurs questions qui revenaient autour de l'école inclusive. Alors, effectivement, l'école inclusive, là, on voyait récemment encore le gouvernement qui mettait en avant de très bons résultats chiffrés, c'est-à-dire en termes de progression de l'accueil d'enfants en situation de handicap dans les écoles, plus 5-6% chaque année. Voilà, il y a eu un saut quantitatif très important qui a été fait. Et on nous posait des questions sur la question de l'accompagnement scolaire, les auxiliaires de vie scolaire, enfin les AESH maintenant comme on dit, à travers les PIAL. Alors c'est peut-être un peu technique, voilà, mais ça va être des PIAL qui vont regrouper des AESH. On passe en fait d'une logique, on était sur un accompagnement individualisé et un accompagnement mutualisé. J'avais vu une autre question, je n'ai plus, c'était autour de l'école. Enfin voilà, en tout cas, grosso modo, à travers ça, c'est est-ce que l'école inclusive, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, ou bien est-ce qu'il y a juste plus d'enfants qui sont dans les écoles ordinaires et moins dans des établissements spécialisés, mais que pour autant, leur scolarisation aujourd'hui n'est pas satisfaisante parce que pas assez d'adaptation des méthodes pédagogiques, pas assez d'accompagnement si besoin. Enfin voilà, sur cette question-là de l'école qui est quand même assez fondamentale, puisque effectivement c'est par là que c'est un passage à la fois obligatoire et obligé pour construire tout citoyen. Sur cette question de l'école, est-ce que on doit se réjouir de l'augmentation quantitative et puis avoir peut-être un regard plus critique sur la manière dont ça se passe? Alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est la clé de la transformation de la société, de mon point de vue, en société inclusive. L'école accessible à tous. Après, je pense qu'il faut effectivement, comme toujours, se méfier un petit peu des indicateurs. Il reste effectivement il restait à la rentrée dernière encore, selon les décomptes de notre mouvement, 40 000 personnes, 40 000 enfants qui n'avaient pas accès, en situation de handicap, qui n'avaient pas accès à l'école ordinaire, qui n'ont pas pu faire leur rentrée en classe. Et également, il faut se méfier des indicateurs, car il faut bien considérer les différentes modalités de scolarisation qui peuvent exister. Il y a effectivement les enfants qui sont accueillis à temps complet dans une classe ordinaire avec l'appui d'une AESH. Il y a également les enfants qui sont accueillis dans l'école ordinaire au sein d'unités d'enseignement spécialisées, d'enseignement externé. Donc, c'est finalement une unité de l'établissement médico-social qui est déportée dans l'école ordinaire pour former un groupe homogène de personnes en situation de handicap. Et il y a également beaucoup de scolarisation partagée. Et là, ce qu'on peut regretter, c'est que l'on considère qu'un enfant est scolarisé, y compris lorsqu'il n'a que 4 heures ou 8 heures par semaine dans l'école ordinaire, ce qui est évidemment notoirement insuffisant. Donc, il y a encore beaucoup à faire en la matière. Et puis, dernier point, se pose aussi la question de la poursuite de ces parcours de scolarisation, c'est-à-dire que effectivement, une fois, notamment la transition entre le primaire et le collège, et ensuite la transition entre le collège et le lycée, notamment le lycée pour les filières de formation professionnelle, qui aujourd'hui est encore pas vraiment inclusif.
Et ce qui va nous amener sur les questions d'emploi, et on terminera là-dessus cette table ronde, puisque on est sur les journées de l'économie et roman, comme me rappelle Alex A, et donc on va terminer effectivement ensuite sur la question d'emploi. Mais donc cette transition à travers l'école, Benoît Hérault, sur cette question de l'école et de la participation des enfants à l'école. J'ai pas fait de recherche, donc je suis pas du tout un spécialiste de cette question. Peut-être simplement dire, il me semble, par les échos que j'en ai, que c'est souligner un point qui est transversal à d'autres domaines, c'est l'importance de, comment dire, de l'acculturation par les professionnels, donc par les enseignants, et de l'importance du travail d'équipe, de la coopération aussi entre enseignants et entre accompagnateurs. C'est-à-dire que on sait bien que ces transformations comment dire, impliquent des tâches, des modalités de travail qui changent, des quantités, des manières de redistribuer le travail dans les équipes, hein, qui créent des tensions, qui créent voilà disons, ces tensions-là, il faut les prendre en compte. Il faut qu'il y ait un appui auprès des professionnels, entre guillemets, de première ligne pour élaborer sur l'inclusion. Hein. Ça vaut pour l'école, ça vaut aussi pour d'autres types d'établissements. Les professionnels sont vraiment mettent beaucoup d'énergie dans leur travail le plus souvent, et il y a besoin de les accompagner à élaborer le sens de cette inclusion. Oui, tout à fait, effectivement. Ça oblige à… C'est pas juste en accueil, ça oblige à se remettre en cause dans la manière dont on va travailler avec ses élèves, mais également avec l'ensemble des élèves. Maël Coton, sur cette question de l'école. J'aimerais bien revenir sur… Je vois des personnes parler aussi du supérieur, je ne sais pas si on pourra en parler également. J'ai pas compris, excusez-moi, pardon. L'enseignement supérieur. Ah oui, non, tout à fait, allez-y. Où, justement, actuellement, la situation est de plus en plus dégradée. De manière générale, la situation de l'université est de plus en plus dégradée, et ça touche de plus en plus les personnes les plus fragiles, et du coup, nous, les personnes en situation de handicap, où, comment dire, déjà, actuellement, les études à distance font que rendent inaccessible, en tout cas pour une partie d'entre nous, les études, tout simplement. Et de fait, vu le nombre constant, l'affluence constante de nouveaux étudiants dans le supérieur, ça fait qu'il y a moins d'aide personnalisée pour chaque étudiant, mais du coup, a fortiori pour chaque étudiant en situation de handicap, la situation est d'autant pire, j'ai envie de dire. Après, sur la question de l'école en tant que telle, dans le primaire, collège, lycée, c'est vrai que c'est un aspect que je connais beaucoup moins. Non, mais c'était intéressant qu'effectivement vous reveniez sur cette question de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Alors, est-ce que Franck, Benoît, Maël, vous voulez prendre 1 ou 2 minutes chacun pour un petit mot de conclusion, ou bien est-ce que, vu qu'on était, là c'est Alex A qui me dit, si on se replace dans la perspective de ces journées autour de la thématique de l'économie autrement, il me semble qu'il y a un enjeu très fort à s'appuyer sur cette question de la situation des personnes en situation de handicap. Peut-être que c'est là-dessus qu'on peut terminer avec un petit mot de conclusion de chacun. Effectivement, l'économie comme j'allais dire, moteur de la société, et la manière dont les personnes handicapées jouent un rôle dans cette économie. Peut-être, je vous lance là-dessus, mais si vous voulez prendre la parole sur autre chose pour terminer, il n'y a pas de souci. Non, je pense que c'est une question importante, parce que les personnes en situation de handicap, de par leur situation, sont très attachées à leur utilité sociale. C'est-à-dire qu'elles veulent être utiles socialement à la société, que ce soit par le travail ou par autre chose. Effectivement, notamment l'accès à un emploi pour elles, que ce soit effectivement idéalement dans un cadre totalement ordinaire et inclusif, ou que ce soit dans un environnement spécialisé, est quelque chose de très très important. Moi, je vais juste vous livrer une anecdote. Hein. Nous,
dans l'association que je dirige, nous remettons chaque année des médailles du travail, que ce soit aux salariés valides, donc aux éducateurs ou autres, ou aux personnes en situation de handicap. Et c'est toujours une très très grande, lors de cérémonies conjointes, et c'est toujours avec une très très grande émotion que ces personnes qui travaillent avec des handicaps parfois très lourds viennent recevoir une médaille qui vient célébrer 30 ou 40 années d'engagement professionnel. Et à chaque fois, elles témoignent à quel point finalement le travail leur a permis de se rendre utile. Après parfois un parcours scolaire qui a pu être difficile, chaotique, jalonné d'échecs ou de barrières qui leur ont été imposées. Le fait de pouvoir exercer un travail ou d'avoir une utilité sociale est pour elles bien plus utile encore que pour tout un chacun. Maëlle Coton, alors, voilà, pour conclure, soit sur cette question emploi-économie, ou bien un mot de conclusion plus général, comme vous le souhaitez. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les questions d'emploi. J'aimerais juste parler d'une chose en particulier, vu que notre collectif, et certes, parle de handicap, mais aussi parle de féminisme. Et hier, il y a quelques jours, c'était la journée contre les violences faites aux femmes. Et du coup, j'aimerais dire un mot là-dessus, notamment sur la question de la AH, du coup, d'allocation adulte handicapé, qui n'est pas individualisée, qui dépend du conjoint et qui rend de plus en plus vulnérables les personnes en situation de handicap. Notamment les femmes, les hommes étant généralement les personnes qui travaillent le plus et qui gagnent plus, font que on a droit à moins d'aide. Il me semble important à 3 jours près de rappeler cette situation de plus grande vulnérabilité des femmes handicapées par rapport aux violences. Ouais, juste pour citer le chiffre de l'étude qui est paru cet été, effectivement, sur les 2 dernières années, si on prend les 2 dernières années précédentes d'enquête, 4% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences sexuelles, contre 1,7% des femmes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, il y a vraiment une surexposition des femmes en situation de handicap aux violences sexuelles, et qui peut s'expliquer, entre autres, par ce que vous expliquiez, Maëlle, à savoir une dépendance financière liée au fait que l'AH, l'allocation d'adulte handicapé, est attribuée sur la base des ressources du couple, et donc ce qui va mettre la personne en situation de dépendance financière. Benoît Hérault, il reste 2 minutes pour terminer. Donc, voilà, allez-y, vous avez la parole sur des réflexions. Je vais le faire avec mon économie personnelle, professionnelle, c'est-à-dire revenir au sens d'économie, gérer sa maison, gérer ses biens, s'organiser pour pouvoir répondre à ses besoins. Le handicap, moi, ça a transformé ma manière de faire de la recherche, et ça a transformé, pas le handicap, la rencontre avec des personnes en situation de handicap, ça a transformé ma manière de faire de la recherche. Et là, notre démarche de recherche citoyenne, elle implique des difficultés, ça soulève des enjeux que je trouve très très intéressants, que je découvre en faisant place, en laissant un pouvoir important des personnes en situation de handicap dans les programmes de recherche. Donc ça transforme le rythme, ça transforme les manières de faire de la recherche, et puis ça pose des tas de questions sur comment on rétribue les tâches réalisées par les uns et les autres, comment on rétribue de manière équitable, comment on arrive à identifier l'apport en termes de connaissances, l'apport en termes de ce qui a été donné par les uns et les autres dans un collectif de travail. Et ces questions sont très difficiles pour nous à répondre. On sait que, bien sûr, les outils existants, à la fois, par exemple, en ce qui me concerne, les contrats du CNRS, les dispositions type AH, etc., nous posent des questions intéressantes et compliquées pour savoir comment rétribuer de manière juste, équitable les personnes. Et j'ai envie de dire, ces questions, elles nous sont posées, et je pense qu'elles peuvent se poser socialement, parce que précisément la transformation de la place des personnes en situation de handicap dans nos programmes de recherche, elle a été bougée grâce aux interpellations
des militants du handicap, hein, et grâce à des outils comme la Convention, grâce à l'horizon des droits humains des personnes en situation de handicap, on a transformé un peu nos manières de faire de la recherche. Très bien, merci beaucoup, parce que c'est bien en plus de terminer sur une note à la fois d'interrogation et positive. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle qu'en fait, si vous tapez Cap Droit sur Internet, vous tomberez sur cette démarche scientifique et citoyenne qui a été initiée par Benoît Hérault sur la question effectivement de l'accompagnement dans les droits. Enfin, je résume ça de manière très, très schématique, mais bon, voilà, c'est ça. Les dévalideuses, on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site, me semble-t-il, et aussi sur Twitter, où vous publiez régulièrement des analyses un peu à contre-courant, on va dire, en tout cas avec un regard critique intéressant. Et puis, Monsieur Aiguibel, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous rappelle que vous, c'était l'ADAPI dans le Doubs, si je ne me trompe pas, voilà, qu'on peut aussi retrouver sur Internet pour voir un petit peu l'actualité du mouvement ADAPI qui fait partie du mouvement UNAPI plus largement. Voilà, je vous remercie beaucoup vraiment d'avoir accepté cette invitation au Champ de l'économie autrement. Merci également aux spectateurs, aux questions qu'ils ont posées. J'ai essayé de recouper leurs questions, de les regrouper. Certains n'ont pas eu de réponse, mais c'est toujours la loi du jeu, je suis désolé. Et je vous souhaite, écoutez, de poursuivre les journées de l'économie autrement. Il y a toute la journée des tables rondes, des ateliers à retrouver en ligne. Merci beaucoup à tous. Merci. Et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.